Bonsoir. C'est un tel bonheur de vous retrouver parce que je sais que vous êtes là, vous êtes très nombreux. Pour notre dernier rendez-vous, il y a de cela 2 semaines, vous avez été pratiquement 700 internautes à nous suivre et puis on a reçu après des messages qui nous disaient que c'était formidable, que c'était intéressant, qu'on s'était enrichi. Donc ça nous fait un plaisir fou et on est véritablement heureux de vous retrouver pour ce cycle extrêmement pertinent dans la vie qui est la nôtre aujourd'hui en tant que citoyen d'Israël. On va en parler plus longuement après, mais je voudrais, comme d'habitude, vous raconter un petit peu qu'il ne faut pas oublier que notre première mission au campus francophone, c'est bien entendu l'intégration des étudiants français au sein du collège dans les meilleures conditions possibles, avec des bourses, avec des tuteurs, avec des gens qui s'occupent d'eux d'une manière extrêmement chaleureuse, amicale et professionnelle. Et donc, je voudrais saluer mes jeunes collaboratrices, Sonia Lévy et Lise Yana, et puis je voudrais donner aussi un grand coup de chapeau à notre directrice de communication, Carole Azoulay, à celui qui, bien qu'il soit enseignant en microéconomie, est là à chaque rendez-vous pour faire en sorte que vous nous entendiez comme il faut, parce qu'il est le véritable metteur en scène de tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est tout à fait extraordinaire. C'est notre ami Michael Zouari. Et puis je voudrais aussi ne pas oublier aucun de ceux qui ont répondu complètement présents pour cette année un petit peu improbable, cette année de Covid, où on espère que très rapidement on va se retrouver un petit peu autrement grâce au vaccin qui commence à être présent, lui, sur toutes les scènes internationales, et j'espère qu'il arrivera très rapidement en Israël. En tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que tous nos partenaires, que ce soit l'Alliance israélite universelle, avec l'Institut Lévinas et le professeur Gérard Rabinovitch, avec notre ami Marc Eisenberg, qui est présent partout, je vous l'ai dit, c'est le Citizen Kane de la communauté juive. Il a racheté l'actualité juive, Radio Juive, il fait une nouvelle Tzedaka en Israël au sein de Kalita, enfin bref, il est partout. Et c'est formidable de l'avoir à nos côtés, l'Institut français, bien sûr, avec Jean-Jacques Pierrat et toute l'équipe. Et puis, nos amis individuels, Serge Azria de Los Angeles, Sam Pinto, ici, Claude Liella, notre fondation Underwood avec notre ami Michel Botquier, et plein d'autres qui nous permettent d'assumer avec succès précisément ces bourses et ces tuteurs dont nous avons tellement besoin. Donc à tous, un immense, immense merci. Et alors ce soir, on va parler de ce deuxième chapitre de justice difficile, justice impossible, et on a choisi de le faire véritablement par rapport à tout ce qui se passe en Israël en ce moment. Et il est clair, si vous voulez, qu'on est dans une période où véritablement tout chancelle, où tout est compliqué, où tout nous interpelle. Jusqu'où peut-on aller? Quelles sont les limites de la gouvernance? Est-ce que c'est un véritable face-à-face par rapport au système judiciaire? Est-ce que la manière dont nos gouvernants ont des attitudes, on a vu quand même un président aller en prison, on a vu un Premier ministre lui aussi être condamné, et puis maintenant on a notre Premier ministre actuel qui lui aussi est inculpé. Donc on est dans une espèce d'inconfort, si vous voulez, sur le plan éthique et moral dans notre citoyenneté profonde, et ça nous pose beaucoup de problèmes. Alors il faut revoir tout cela, essayer de comprendre, de décrypter à la lumière d'immenses spécialistes, et c'est grâce à notre directeur académique, le professeur Denis Charbit, qui a bien voulu mettre au point un dialogue extraordinaire avec un monsieur que nous admirons et pour qui nous avons un immense respect, c'est le professeur Claude Klein, dont Denis Charbit vous donnera un petit peu la biographie dans quelques minutes, bien que ce ne soit plus la peine véritablement de le présenter, mais enfin c'est une autorité sur les scènes internationales dans le droit constitutionnel, et il va nous expliquer à quel moment sur le plan historique en Israël on est passé de cette démocratie éclairée avec un système judiciaire tellement respecté dans le monde, au point où nous en sommes maintenant avec des critiques permanentes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur pour ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas assez bien pour diriger précisément notre démocratie dans les meilleures conditions possibles. Et puis nous aurons ensuite un dialogue entre le professeur Denis Charbit et une autre autorité extraordinaire qui est le professeur Suzy Davotte, que j'accueille avec le plus grand plaisir pour la première fois au collège. C'est une femme absolument remarquable qui est une interlocutrice à la rigueur et à la précision dans le droit constitutionnel tout à fait impressionnante. Elle est sur tous les plateaux des médias quand il y a des vraies questions, et Dieu sait si on essaie de provoquer son
son intuition, disons, politique, mais elle ne tombe jamais dans ces pièges-là. Elle reste extrêmement rigoureuse dans l'excellence du décryptage du droit constitutionnel pour véritablement, bien que nous n'ayons pas de constitution, mais nous avons quand même des lois fondamentales, et bien que les choses soient dites et entendues de la meilleure manière possible. Alors c'est avec elle que Denis Charbit va dialoguer. Et puis nous avons aussi trouvé ensemble, toute l'équipe qui a préparé ce rendez-vous, eh bien, quelques extraits d'actualité, de choses tout à fait passionnantes qui ont défrayé la chronique publique en Israël, que ce soit le problème de Azmi Bshara, notre député à la Knesset qui a été accusé de trahison, que ce soit même des choses qui sont en dehors du système judiciaire, puisqu'ils appartiennent au domaine militaire, les réactions à la suite de la condamnation de ce jeune soldat azarian, ou bien effectivement d'entendre de nouveau cet immense bonhomme qui était le juge de la Cour suprême Aaron Barak, parce que lui, il a véritablement marqué de son sein tout notre système judiciaire. Donc c'est tout ça dont on va parler ce soir et je pense que ce sera extrêmement passionnant. Alors voilà, je vous retrouverai en fin de session pour bien entendu à la fois vous expliquer comment seront les prochains rendez-vous, vous parler de nouveau de ce cours extraordinaire qu'on met en place dès le 22 décembre avec le professeur Denis Charbit sur la société israélienne. Et maintenant, je voudrais passer la parole à un de nos jeunes amis, qui est l'un de nos anciens élèves, on en est particulièrement fiers, qui fait un travail formidable et parfaitement complémentaire avec ce que nous faisons au Collège académique de Natania. Il est impliqué dans la gestion du quotidien et de l'information de toute la communauté francophone de Natania. Il le fait avec une pertinence tout à fait remarquable et ça a énormément d'impact auprès de nos compatriotes. Alors je le salue. Cher Avis Lama, c'est à toi que je vais passer la parole pour quelques minutes pour nous raconter un petit peu plus en détail ce que tu fais au sein de la communauté francophone et puis ensuite on reprendra le cours de notre session de ce soir. À très vite. Merci beaucoup, Claude. Vraiment, je remercie le campus francophone de l'Académie de Natania, sous la présidence, bien sûr, de Claude Breitman. Je pense que c'est un cycle très, très important et très intéressant. Déjà, le début a été très intéressant il y a 2 semaines et je pense qu'aujourd'hui, avec le point israélien, ça va être encore plus. Je salue tous les invités comme le professeur Claude Clan, Suzy Navot et bien sûr Denis Charbit. Et je pense que Natania, comme la capitale francophone d'Israël, c'est quelque chose de magnifique. On le voit avec le bénévolat exceptionnel de cette communauté qui est là pour aider tout le monde, tout le temps. Nous, en tant que mairie, on a mis en place beaucoup d'aides pour tous les citoyens, bien sûr, et pour la communauté francophone, surtout dans cette période un peu compliquée, difficile du Covid. On a mis en place un allo mairie. Personnellement, j'ai mis en place une diffusion WhatsApp et Facebook pour les informations nécessaires parce qu'on comprend aujourd'hui que la plus grande difficulté des francophones, surtout à l'âge un peu plus élevé, c'est surtout l'information en direct, en français. Et je pense qu'aujourd'hui, si on voit cette communauté vraiment très sincère, très solide et vraiment bien gérée, c'est grâce à toutes ces initiatives. Bien sûr, Kalita, toutes les associations à Natania, comme le Kazifan, comme Azrael, comme Tsiona, comme d'autres, qui font un très très bon boulot. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être avec le député Meir Haviv à l'hôpital Laniado, dans lequel on a vu vraiment l'effort exceptionnel que cet hôpital a fait dans le Covid, avec une très belle coopération avec la communauté francophone, dans laquelle il y avait des gens qui font tout le temps bénévolat pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas l'hébreu malheureusement, mais qui arrivent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils ne peuvent plus partir en France pour faire leurs opérations médicaux. Et c'est pour ça qu'on a vu vraiment cette communauté exceptionnelle avec un cœur énorme faire énormément de choses ici à Natania. Alors, je salue tout le monde et je vous souhaite une très, très bonne soirée et je suis sûr que ça va être très, très intéressant. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci Claude et merci à Vislama. Je suis très heureux d'ouvrir cette seconde séance consacrée, comme l'a très bien dit Claude, à un des sujets les plus capitaux, les plus importants, qui présentent une actualité comme jamais dans les depuis la création de l'État d'Israël. Et c'est pour ça que nous avons intitulé cette séance « Le système judiciaire en Israël » pour, je dirais, à des fins d'abord pédagogiques, vous permettre de comprendre les arcades de ce système, son évolution, ses changements, les critiques qu'il soulève, l'admiration aussi que beaucoup lui marquent. Et pour cela, je me ferai très modeste, puisque moi je suis spécialiste de sciences politiques et que nous aurons ce soir le plaisir d'avoir deux maîtres, en tout cas reconnus sur le plan national et international. Claude Klein, qui est, je dirais, notre maître à tous, et je dirai tout de suite pourquoi, et Suzy Navot, que je présenterai également tout à l'heure. Alors, vous savez comment se déroule notre soirée. Dans un premier temps, nous allons demander au professeur Claude Klein de nous présenter, je dirais, ce problème qui est peut-être au cœur des relations entre l'autorité politique et l'autorité judiciaire, ce que Montesquieu appelait la séparation des pouvoirs, mais qu'il sera peut-être plus juste d'appeler l'interdépendance des pouvoirs, comment en Israël ça s'est mis en place, comment les choses ont évolué. Et je ne pourrais pas le faire sans vous présenter avec une certaine émotion, parce que je ne le cacherai pas ici, Claude Klein n'est pas seulement un des grands professeurs avec lequel en plus j'ai eu l'honneur et la chance de travailler lorsque j'étais son assistant, ça remonte au siècle dernier, mais je connais très bien son œuvre et je crois avoir lu, sinon l'intégralité de son œuvre, en tout cas la plupart des ouvrages qu'il a connus. Et puis c'est surtout un ami très proche. Nous nous appelons régulièrement, nous échangeons régulièrement. Et donc, c'est pour moi un plaisir, un honneur que de lui confier la tâche de nous présenter, nous faire une introduction sur ce sujet aussi important. Alors, Claude Klein, voilà, il est professeur émérite, comme on dit, de droit constitutionnel à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Alors, je sais que celui auquel il tient le plus, celui qu'il considère comme peut-être sa contribution essentielle je dirais, au droit en général, eh bien, c'est un livre qui s'appelle « Théorie et pratique du pouvoir constituant », qui est en fait, même si ça paraît comme ça très abstrait, qui est effectivement le sujet dont nous parlons aujourd'hui, mais il en a écrit beaucoup d'autres et qui traduisent, je dirais, ces différents centres d'intérêt, pour ne pas dire ses passions. Alors, concernant l'Allemagne, il y a deux livres, l'un sur Weimar, la République de Weimar, de 1968, et qui a été d'ailleurs traduit en plusieurs langues, mais également, et assez récemment, le cas Eichmann vu de Jérusalem, c'est-à-dire sur le procès Eichmann, tel qu'il, les Israéliens, non pas le point de vue d'Hannah Arendt, mais tel que les Israéliens l'ont vécu et tel qu'il l'a lui également analysé. Il y a un livre qui m'est très cher qui s'appelle 2 fois 20 ans, Israël, dans lequel il raconte voilà, comment il est arrivé, né à Dijon, ayant vécu en Suisse pendant la guerre, revenu à Strasbourg faire ses études de droit, et bien comment il a été sollicité avant la guerre des 6 jours pour être professeur de droit et qu'il a fait le pas et où depuis donc il a exercé. Voilà, je cite comme ça quelques-uns de ses ouvrages. Je ne vous citerai pas la centaine d'articles qu'il a écrits. En tout cas, pour Suzy et moi, Claude a joué un rôle important. Il a été le directeur de thèse de Suzy Navot et je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été son assistant. Donc, c'est dire que nous avons avec Claude non seulement des rapports, je dirais presque de filiation, mais surtout une très grande gratitude pour le savant qu'il est et l'ami qu'il demeure jusqu'à aujourd'hui pour nous deux. Voilà, Claude, j'espère que tu n'as rien entendu de méchanceté que j'ai dit à ton propos. Et voilà, je te cède la parole pour un quart d'heure et tu vas exposer avec tout le talent pédagogique que je te connais bien. Et souvent, je t'appelle pour te demander de nous éclairer sur tel ou tel aspect de la chose. Et bien là, tu vas le faire devant un grand public qui est là, que tu ne vois pas, que je ne vois pas, mais qui est attentif à ce que tu as à nous dire sur ce sujet-là, des rapports entre l'autorité politique
politique et l'autorité judiciaire en Israël autour de cette institution qu'on appelle la Haute Cour de justice, la Cour suprême qui fonctionne comme Haute Cour de justice lorsqu'elle arbitre des différends entre les individus et l'État. C'est à toi. Bonsoir, j'espère qu'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Parfaitement, parfaitement. Oui. Eh bien, Denis, d'abord, merci pour cet hommage qui ressemble un peu, je ne sais pas, à quelque chose qu'on dit beaucoup plus tard à propos des gens, mais je suis très, très, très touché, je suis très heureux de parler devant ce public, même si je ne le vois pas, car il s'agit de problèmes qui sont importants et qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors, il s'agit donc des relations entre le judiciaire, le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Alors, je voudrais d'abord commencer par faire une remarque qui dit ceci. Nous traversons actuellement une crise dans son domaine, c'est évident, mais il ne faudrait pas penser qu'il n'y a qu'en Israël que se pose le problème des relations entre le pouvoir judiciaire et la vie politique. Il suffit de se rappeler ce qui vient de se passer aux États-Unis, où le président Trump, au cours des 2 derniers mois de son mandat, a réussi à faire nommer quelqu'un, une dame à la Cour suprême, pour assurer sa majorité. Et il y a eu en France également des problèmes de ce type à d'autres périodes. Et ce n'est que très récemment que la France a accepté ce qu'on appelle le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ça a commencé avec Giscard d'Estaing en 1974, puis avec Sarkozy. Et aujourd'hui, la France est un pays où on peut attaquer une loi devant le Conseil constitutionnel. Alors maintenant, venons-en à ce qui se passe et ce qui s'est passé chez nous. Tout avait très bien commencé, mais je voudrais rappeler que quelque chose que les Français ne comprennent pas toujours, c'est que la position du pouvoir judiciaire en Israël a été héritée en réalité du droit anglais, et la position des juges en droit anglais, et d'ailleurs aux États-Unis aussi, est, je dirais, supérieure à celle qu'elle est en France. On a un peu tendance en France très souvent à considérer les juges comme des fonctionnaires, en tout cas, ils ont une carrière de fonctionnaires. Ce n'est pas le cas en Israël, comme ce n'est pas le cas en Angleterre ou aux États-Unis. Les juges, et en particulier les juges à la Cour suprême, sont choisis parmi des professeurs, d'autres juges, des avocats qui ont déjà une certaine expérience, et ils se trouvent à la tête donc de cette institution. Et je vous fais remarquer par ailleurs quelque chose qui est assez amusant. Si vous prenez la Cour suprême américaine, il y a 9 juges. Si vous prenez la Cour de cassation, il y en a 200, le Conseil d'État aussi, et en Israël, 15. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très refermé, de très renfermé, et le pouvoir s'exerce, le pouvoir judiciaire s'exerce là-bas. Alors, lorsque l'État a commencé, eh bien, on a tout de suite créé une Cour suprême à Jérusalem, et au début, pendant une vingtaine d'années, je peux dire que les choses allaient doucement. De temps en temps, la Cour suprême rendait un arrêt dans une affaire particulièrement importante. J'en citerai peut-être 2 au passage. La première s'appelle Kol Ha'am, c'est-à-dire c'était au moment de la guerre de Corée, donc en 1952-53. On a saisi un journal, le ministre de l'Intérieur a saisi un journal sous prétexte qu'il avait publié une nouvelle terrible qui pouvait porter atteinte à la sécurité d'Israël, en disant Israël va envoyer des troupes en Corée. C'était idiot, évidemment, mais on a saisi le journal et la Cour suprême a annulé cette saisie en disant qu'on ne peut saisir un journal, c'est prévu par la loi, que s'il y a un danger réel, imminent, provoqué par cela. C'est une première décision. Une deuxième importante également date de 1965. Elle nous rapproche déjà un peu de notre période. Elle s'appelle Kol Yeredor,
ou El-Ard, ce qui veut dire la terre en arabe. Et voici de quoi il s'agissait. Eh bien, un parti politique s'était créé, arabe, qui demandait le remplacement en réalité de l'État juif par un État binational. Et la commission qui contrôle les inscriptions aux élections avait décidé de refuser l'inscription de cette liste. Et ce refus a été entériné par la Cour suprême. Israël a le droit de se défendre, et même si vous venez dire vous voulez transformer le pays par des voies légales, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. C'était tout à fait révolutionnaire, et cela fait penser un peu à ce qui s'est le syndrome de Weimar, c'est-à-dire de cette république qui est morte et qui est passée au nazisme, alors que tout s'est fait dans l'ordre, en respectant la loi. Hitler avait d'ailleurs fait le serment de ne jamais essayer de prendre le pouvoir par la force. Mais dans l'ensemble, la Cour suprême, surtout en matière administrative, puisque nous n'avons pas de conseil d'État spécialisé, la Cour suprême ici juge et cour de cassation en matière civile, administrative, commerciale, mais aussi elle entend ce qu'on appelle en France les recours pour excès de pouvoir, bagats ici, c'est-à-dire toute décision administrative. Et voilà qu'à partir de 1980 environ, la composition de la Cour a un peu changé, et on y a vu apparaître surtout une figure centrale dont il a été question tout à l'heure, Aaron Barak, qui est un ami, qui était mon collègue à la faculté, qui a été conseiller juridique du gouvernement, mais pendant très peu de temps, 2 ou 3 ans, il avait juste eu le temps d'inculper Yitzhak Rabin, et le voici à la Cour suprême. Et il siège avec 2 ou 3 autres personnes, à part l'ensemble, dont par exemple le juge Shamgar. Et ils opèrent une première révolution, car je vais essayer de vous montrer qu'il y a eu 2 révolutions en réalité. La première, c'est qu'ils ont modifié l'attitude de la Cour par rapport aux questions dont ils sont saisis sur plusieurs points principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'intérêt pour agir, c'est-à-dire vous venez à la Cour suprême, vous demandez l'annulation d'une décision. Par exemple, on a autorisé un truc très simple, à construire une maison à 10 km de chez vous, et vous contestez, vous dites que ce n'est pas légal. Eh bien, on disait autrefois, vous n'avez aucun intérêt pour agir, sauf si vous en avez un, et donc on rejette et on ne va pas examiner la question. La Cour a abandonné cela, et maintenant, pratiquement, n'importe qui peut attaquer n'importe quelle décision. Il ne doit pas montrer quel intérêt il a pour agir. La deuxième chose, je dirais, c'est on appelle ça la justiciability, c'est-à-dire la théorie de la question politique. Ça nous vient des États-Unis en particulier, où on dit oui, il y a des questions que le juge ne doit pas examiner parce qu'elle implique un examen, quelque chose de politique. Eh bien, la Cour suprême a abandonné cela dans une formule qui est souvent citée de Aaron Barak. On exagère un tout petit peu, mais il a dit tout est justiciable, le juge peut juger de n'importe quoi. Il peut s'agir de corriger, je prends un exemple idiot, les résultats d'un concours où les points qui ont été donnés ne correspondent pas, ne sont pas justes, etc. Mais ça peut aussi être une question politique, et j'en donne un exemple qui est très frappant, qui va vous frapper. C'est lorsqu'Israël a décidé de construire un mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël, il y a eu un recours devant la Cour suprême pour contester non pas le mur, mais le tracé du mur, parce qu'il empiétait un peu trop sur les territoires palestiniens. Eh bien, la Cour a accepté ce recours et a annulé en partie le tracé. C'est une chose, évidemment, tout à fait fondamentale. Et puis ensuite, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle la règle de reasonableness. Est-ce que la décision qui a été prise est raisonnable? Alors, il arrive qu'une décision soit prise légalement, mais il est tout à fait déraisonnable. Alors évidemment, les adversaires de la Cour viennent nous dire, mais qui êtes-vous pour décider ce qui est raisonnable, alors que nous, de l'autre côté,
nous avons été élus par le peuple. Eh bien, la Cour s'est quand même lancée là-dedans. Et voilà donc, je dirais, le premier volet de la révolution qui s'est opérée à la Cour. Et puis, il y en a un deuxième qu'il ne faut pas confondre donc avec le premier, qui touche aux lois fondamentales dont il a été question tout à l'heure. Israël n'a pas adopté de constitution pour un certain nombre de raisons, dont la principale, c'est pas seulement les partis religieux qui ne veulent pas une cour qui annule des lois religieuses, mais aussi Ben Gurion en 1949-50, qui ne voulait pas qu'une cour puisse annuler des lois que, je dirais de façon un peu exagérée, le comité central du MAPAI a acceptées. Alors, on a décidé d'adopter une série de lois fondamentales. Il y en a actuellement plus de 10, 12 ou 13, et qui tiennent lieu, qui devraient un jour être assemblées en un document unique, et qui tiennent lieu donc de constitution. Mais on ne savait pas, et on n'a pas su pendant très longtemps, quelle est la valeur juridique de ces lois fondamentales. Et voici qu'une révolution intervient. Comme le temps passe, je vais aller un peu plus vite. Cela s'est passé le 8 novembre 1995. Ceux d'entre vous qui connaissent Israël entendent déjà le 8 novembre 1995, c'est 4 jours après l'assassinat de Rabin, mais il n'y a aucun rapport. La Cour, pour des raisons de procédure, ne pouvait pas reporter la publication de sa décision. Et cette décision, que dit-elle? Elle s'appelle Bank HaMizrahi, c'est-à-dire le requérant dans cette affaire, c'est la banque bien connue, Bank HaMizrahi. Eh bien, il se trouve que vous avez une série de kibbutzim, je vais très vite pour cela, qui avaient beaucoup de dettes et qui étaient menacés de faillite. Et la Knesset a voté une loi pour annuler une grande partie de ces dettes ou pour les repousser. Et voilà que le requérant dit « Attention, dans une des lois fondamentales que vous avez adoptées en 1992, il est dit que la propriété est un droit fondamental. Or, si vous nous annulez des dettes, vous vous portez atteinte à notre droit de la propriété. » Alors, là, il faut faire très attention parce que la révolution, c'est que la Cour a accepté d'examiner cette question. Au fond, elle a rejeté la requête de Bank HaMizrahi, mais cela n'a aucune importance pour les juristes. Ce qui compte, c'est que la Cour a dit oui, la loi fondamentale est supérieure à la loi ordinaire. En fait, dit-elle, elle ne l'a pas dit de façon aussi expresse, la loi fondamentale, les lois fondamentales, c'est la Constitution d'Israël. Et par conséquent, la Cour suprême peut annuler des lois. Elle l'a fait depuis de façon modérée, je dois dire. Il n'y a qu'une douzaine de cas dans lesquels des lois ont été annulées. Et voici donc la base de cette révolution constitutionnelle, aussi bien en matière administrative où tout est justiciable et d'autre part en matière législative. Et voilà donc, on accuse la Cour suprême, on utilise l'expression, le 8 novembre 1995, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est une révolution constitutionnelle, mais c'est un coup d'État parce que la Cour suprême s'est arrogé un droit qu'elle n'avait pas, il ne figure nulle part. Elle a décidé que les lois fondamentales, c'est la Constitution, et par conséquent, elle peut maintenant faire ce qu'elle veut. Alors voilà l'état des lieux, et donc la bataille a commencé. Et la bataille dure encore, et maintenant, on essaie soit de limiter les pouvoirs de la Cour suprême, mais je vous fais remarquer que si on le fait, ou si on le faisait, eh bien, la Cour suprême annulerait les lois qui visent à limiter ces droits, et par conséquent, ce serait quelque chose de terrible. Alors, on essaye autre chose, c'est tout simplement, comme on disait aux États-Unis pendant la grande crise du New Deal en 1932, 33, 34, to pack the court, c'est-à-dire de nommer des juges à la Cour dont on sait qu'ils vont juger dans une certaine direction. Eh bien, puisqu'il y a une commission de nomination des juges qui comprend 9 personnalités, je vous les signale, donc il y a le président, c'est le ministre de la Justice, plus un autre ministre, 2 députés, 2 membres du barreau et 3 juges à la Cour suprême. Et voilà donc
on va attendre ce qui va se passer, car nos juges prennent leur retraite pile le jour de leurs 70 ans, et le prochain juge qui part à la retraite, c'est dans 1 an et demi, c'est le vice-président de la Cour, Meltzer, qui est un juge que l'on dit activiste, qui a adopté complètement ces théories que je vous ai présentées. Et donc, on va voir comment la bataille va se dérouler pour nommer les juges, car peu après, plusieurs juges devront être remplacés. Voilà, je crois, avec cela, je vous ai donné le cadre général dans lequel se déroule cette grande dispute, et je suis curieux d'entendre maintenant Denis, mais surtout mon ami Suzy Navot, comment ils vont expliquer les autres développements autour de cette affaire. Merci. Merci, merci Claude pour cette brillante présentation. Je vous l'avais dit, d'abord on a compris une chose, c'est que la révolution constitutionnelle, ce n'est pas une révolution, mais c'est plusieurs. Je résume son propos, hein, c'est le droit de saisir. Tout le monde peut saisir la Cour suprême, se rendre à la Cour suprême. D'autre part, le juge peut théoriquement juger de toutes les affaires. Il n'y a pas de limite à la nature des affaires sur lesquelles il peut rendre un arrêt. Le principe de la décision raisonnable, et enfin la judicial review, la capacité d'abolir des lois en se fiant à ces lois fondamentales lorsque des lois ordinaires sont en contradiction avec elles. Voilà, donc là, on a bien compris qu'est-ce qui fait que, sans qu'on ait décidé, sans qu'on ait voté, mais voilà, une interprétation, une évolution, eh bien, ait eu lieu. Et puis, il a évoqué, pour terminer, hein, je résume son propos, si on ne peut pas modifier le pouvoir de cette instance judiciaire, alors peut-être qu'on peut agir en influant sur la nature, le caractère, le tempérament, l'orientation conservatrice ou libérale des juges. Et c'est vrai que cela fait partie des choses qui ont eu lieu. Et là, pour le coup, ne demande pas de réforme, et on en parlera bien sûr tout à l'heure. Alors, j'ai dit que là, j'étais surtout auditeur, je vais passer la parole. Bien sûr, Claude, tu restes avec nous et nous souhaitons volontiers que tu interviennes pour préciser tel ou tel point. Mais auparavant, je vais donner la parole à Suzy Navot. Suzy Navot, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, était une élève de Claude, puisque Claude était son directeur de thèse. Suzy Navot, qui est, comment on dit, full professor à l'école de droit qui s'appelle Strix Law, dans l'école d'administration, si je traduis littéralement, à Mikhlala Leminal, qui se situe à Rishon LeZion. Vous avez publié 2 livres importants, The Constitutional Law of Israel en 2007 et en 2014, The Constitution of Israel, a Contextual Analysis. Vous avez publié également beaucoup d'articles et beaucoup de chapitres dans des livres. On vous connaît, c'est vrai que vous êtes une personnalité publique parce que voilà, toutes les chaînes de télévision, toutes les radios qui ont des journalistes spécialisés dans le droit, puisque le droit est devenu une affaire politique en quelque sorte, eh bien, s'arrachent vos commentaires à la fois par votre sens de la pédagogie, par votre clarté d'expression et par la pertinence des propos. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de vous entendre en français, puisque vous avez fait vos études en France, et nous sommes donc réjouis d'avoir ce privilège-là de vous écouter en français, puisque le plus souvent, effectivement, vos interventions sont ou en anglais et surtout en hébreu. Suzy, moi, je voudrais, avant de commencer, diffuser un premier film, c'est-à-dire à partir duquel vous allez réagir. Alors, on va voir ce film-là, un petit film, un court extrait de quelques minutes. On va voir ce Aaron Barak qu'on a évoqué plusieurs fois, Claude Breitman et Claude Klein ensuite, qui est effectivement cette figure emblématique de cette révolution constitutionnelle. Je vous poserai tout de suite après une question et vous y répondrez volontiers. Nous avons entendu donc Aaron Barak s'exprimer, vous avez vu, avec une clarté absolue,
il ne tourne pas autour du pot, comme on dit. Il fait cette distinction entre l'expertise de l'autorité militaire, bien circonscrite, et l'expertise du juge qui doit, précisément parce qu'il n'a pas été élu, précisément parce qu'il n'est pas représenté, c'est lui qui est là pour dire le droit. Alors, Suzy, je vous vois déjà présente. Moi, la première question que je voudrais vous poser est la suivante. On associe ces révolutions, maintenant on emploie le pluriel, ces révolutions constitutionnelles et l'activisme juridique à Aaron Barak. Et je voudrais vous demander quelle est sa part dans les changements que résument ces deux notions. Et qu'est-ce qui serait également, Claude y a fait allusion dans son intervention, qu'est-ce qui serait de l'ordre d'une évolution qui n'est pas spécifique à Israël et que l'on retrouve dans les grandes démocraties libérales à la même époque? Merci Denis, merci pour cette invitation. Et d'abord, avant que je te réponds, je vais d'abord remercier cette invitation et aussi vous dire que mon français n'est pas parfait. Je n'ai pas fait mes études en France, je suis tout à fait un peu francophile, mais pas francophone. Alors, si je fais des fautes, vous êtes là, mon professeur Klein et vous, pour m'aider. Et je crois que l'idée d'Aaron Barak dans ce petit film qu'on a vu est très simple. La Cour est le gardien de la Constitution. Et cette idée commence déjà dans la révolution constitutionnelle dont Claude nous a parlé. Et Claude a été très modeste dans sa présentation parce qu'il ne vous a pas dit que c'est à cause de lui, à cause de Claude Klein, qu'on a eu cette révolution constitutionnelle, parce qu'il fallait une base pour la Cour suprême pour dire qu'Israël a une constitution, que les lois fondamentales sont la constitution d'Israël. C'est une constitution peut-être limitée, elle est faible, elle n'est pas complète, mais pour vous et pour moi, c'est une constitution parce qu'on peut faire un contrôle de constitutionnalité des lois et ça peut se faire seulement dans un pays constitutionnel. Et la théorie pour cette décision a été la théorie de Claude Klein sur le pouvoir constituant. Il a été fortement cité dans cette décision et il a été reconnu. L'idée, la théorie qu'il a apportée en Israël de la France a été la base de cette décision. Mais peut-être une petite chose sur cette révolution. Il a été déjà 25 ans, il y a 25 ans de cette révolution. Nous sommes 25 ans après. Israël est un pays constitutionnel. Moi, j'enseigne mes élèves qu'Israël a une constitution. Les lois fondamentales sont des lois qui limitent le pouvoir de la Knesset. Et même si la Knesset ne les met pas à l'État en 1995, maintenant, nous sommes dans une histoire différente parce que c'est la situation d'Israël. Le dialogue entre la Cour suprême et la Knesset est toujours un dialogue, on dirait peut-être puissant, mais l'idée d'une Knesset limitée, on l'a toujours. Il faut aussi dire, je crois, que après la révolution constitutionnelle, la Cour suprême était très prudente dans ses relations avec la Knesset. On pouvait, je crois, compter dans une main les cas dans lesquels la Cour suprême a jugé l'inconstitutionnalité des lois. Et la réponse de la Knesset à cette révolution a été le silence. Maintenant, dit la Knesset, nous savons ce que c'est une loi constitutionnelle, nous n'allons pas passer plus de lois. Plus de lois constitutionnelles, non. Rien. Pas une nouvelle loi. Je crois qu'on a passé 22 ans. Il y a 4 ans, on a eu la deuxième loi constitutionnelle, une loi fondamentale après cette révolution. Ça veut dire qu'il y a toujours une tension très forte entre les deux pouvoirs. Et Aaron Barak était, je crois, le père de ce activisme judiciaire qui était dans les années 90.
Mais je crois que ça n'existe plus maintenant. Nous sommes dans une tout à fait un autre étape de la vie constitutionnelle d'Israël. Aaron Barak était 26 ans à la Cour suprême. 26 ans, c'est beaucoup de temps. Il a beaucoup influencé le droit constitutionnel, mais je crois que son opus magnum, c'est vraiment la révolution constitutionnelle. L'idée qu'Israël est un pays constitutionnel. Et même si c'est une constitution qu'on peut l'amender quand on a besoin, par exemple, si on veut un gouvernement avec 2 premiers ministres et pas un premier ministre, par exemple, c'est tout à fait un exemple qui est imaginaire, mais si on le veut, on peut le faire mais dans 3-4 jours avec un amendement à la Constitution qui ne sera pas possible dans d'autres pays du monde. Pour l'instant, je crois que c'est ce que vous m'avez demandé. Merci, Suzy. Je voudrais rebondir sur une autre question. Là, vous avez essayé de prétendre que en fait, ces lois fondamentales, ce sont les chapitres de la Constitution. Et j'aimerais prendre le problème à l'envers et vous demander dans quelle mesure n'est-ce pas l'absence de Constitution écrite formelle qui a permis à la Cour suprême de s'immiscer et de dire là où il n'y a rien, finalement, eh bien, nous allons interpréter à notre guise, à notre manière, puisque nous n'avons pas de constitution sur laquelle s'appuyer. Est-ce que c'est finalement pas, je dirais, en vous écoutant, cette révolution constitutionnelle, elle est d'autant plus forte qu'il y a suffisamment de lois fondamentales pour dire qu'il y a une constitution, mais il n'y en a pas assez pour permettre également à la Cour suprême de tirer parti de cette lacune, puisque tout n'a pas été rempli, pour dire j'interprète en quelque sorte et je prends des décisions qui n'auraient pas pu être prises si les lois constitutionnelles avaient été formellement fixées. C'est une très bonne question, Denis. Et l'interprétation constitutionnelle est toujours là. Dans des pays avec une constitution rigide, comme l'Amérique du Nord, comme les États-Unis, et dans des pays avec une constitution qu'on peut la modifier ici ou là, comme certains pays d'Europe. L'interprétation constitutionnelle est toujours là parce que si vous avez une constitution qui est très vieille, comme celle des États-Unis par exemple, il faut l'adapter au jour d'aujourd'hui. Et qui est-ce que l'adapte? Ce n'est pas les gens qui ont écrit la Constitution, mais c'est seulement les juges. Alors l'interprétation a été toujours là. Et Claude Klein vous a raconté l'histoire de Kol-Ha'am. C'était une décision tout à fait activiste, sans avoir le droit qu'on appelle le droit d'expression écrit dans aucun papier. De toute façon, la Cour a reconnu et cette droit comme droit fondamental, même sans une constitution. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme la Constitution n'est pas complète, il y a une partie de la Constitution, une lacune dans la Constitution, que c'est la Cour suprême qui a décidé de la remplir, et ce sont les droits de l'homme. Parce que nous avons seulement 2 petites lois fondamentales sur le droit de l'homme, qui traitent la dignité humaine et le droit d'occupation, mais pas des autres droits. Par exemple, le premier droit, le droit basique de l'égalité, le principe d'égalité n'est pas écrit, non plus l'idée de droit de l'expression. Et la Cour a fait une interprétation, pas seulement Aaron Barak, mais la Cour suprême dans les dernières années, qui a pris le droit de dignité et en large, comme ça, pour mettre dedans tout le droit qui manque. Et cette idée de remplir la Constitution, je crois que c'est une nouvelle révolution, mais la Cour n'a pas fait la même chose en ce qui concerne les droits, les institutions. Par exemple, la Cour ne va pas remplir les lois fondamentales qui traitent les institutions. Par exemple, encore une question tout à fait imaginaire. Imaginons-nous un Premier ministre qui est accusé criminellement. Est-ce qu'un membre de la Knesset qui est accusé, est-ce qu'il peut former le gouvernement? Si on ouvre la loi fondamentale sur le gouvernement, il n'y a rien écrit sur ceci. Alors la Cour, elle peut faire une interprétation très généreuse et dire mais ça c'est pas éthique, c'est pas moral, etc. Mais la Cour a dit non. Si ce n'est pas écrit, c'est pas à nous de remplir la Constitution. Alors
moi, je fais cette petite différence entre les droits de l'homme, là, il y a eu une intervention très grande de la Cour suprême, et le droit constitutionnel, institutionnel, les droits des institutions politiques, où l'intervention de la Cour a été beaucoup plus faible. Voilà, une dernière question avant de voir le deuxième extrait, Suzy. Et Claude, je t'invite à prendre la parole si tu le souhaites. Si j'ai bien compris, donc, comme nous l'a bien expliqué Claude, la Cour suprême peut abolir des lois ordinaires, elle ne peut pas abolir des lois fondamentales, elle ne peut même pas les corriger. Et donc ma question, c'est est-ce que cela ne va pas pousser finalement la Knesset, lorsqu'elle veut protéger une loi, pour être sûr que la Cour suprême n'intervienne pas, eh bien de la définir comme loi fondamentale, et à ce moment-là, elle expose la Cour suprême à un barrage en quelque sorte, elle pose un obstacle à la Cour suprême. Voilà, voici la prochaine révolution. Elle a déjà commencé, et c'est l'idée que la Cour peut intervenir et même annuler un amendement à une loi fondamentale. Pas seulement faire les contrôles de constitutionnalité des lois, mais aussi intervenir dans des lois fondamentales. Et nous avons, dans ce moment-là que nous parlons aujourd'hui, nous avons à la Cour suprême 3 ou 4 cas, arrêts, qui traitent les lois fondamentales. Par exemple, la loi fondamentale sur la nation du peuple juif, on a 15 pétitions sur cette loi fondamentale. On a aussi des pétitions sur la loi fondamentale sur les 2 premiers ministres, que c'est vraiment un amendement très problématique. Et même si la Cour va rejeter la pétition, je crois que c'est le moment, on est déjà là, où la Cour va dire il y a ce qu'on appelle un unconstitutional constitutional amendment, la théorie d'un amendement inconstitutionnel à la Constitution. On ne peut pas prendre toute cette théorie ici parce que nous n'avons pas une Constitution complète, mais on peut prendre l'idée qu'il y a de valeurs suprêmes sur lesquelles ce pays est basé. Okay. Et ces deux principes sont le principe qu'Israël est un État juif et démocratie. Et aucune Knesset, même s'il utilise son pouvoir constituant, ne peut pas abolir ou ne peut pas porter atteinte à ces 2 valeurs fondamentales. On va voir. Un mot, Claude. Oui, Suzy explique de façon tout à fait remarquable ces choses. Je voudrais simplement préciser quelque chose. C'est ceci à propos si on dit que la Cour suprême peut contrôler ou annuler une révision constitutionnelle. Alors cela suppose qu'il y a une norme qui est au-dessus, et là, c'est un apport de Barak, mais qui vient de la théorie, d'une théorie qui a été lancée en Allemagne il y a plus d'1 siècle, et qui dit ceci. On pose la question suivante. Supposez une constitution qui dit, comme en France, pour modifier la constitution, il faut une majorité de temps et temps. Question, est-ce que tout peut être amendé ? Est-ce que n'importe quoi? Alors en France, on a d'abord dit « Ah ben non, on ne peut pas rétablir la monarchie. » Ah oui, mais si vous voulez rétablir la monarchie, vous prenez un amendement qui dit l'article 75 qui interdit le rétablissement est annulé, après vous le faites. Alors là est venu un juriste en 1928, il est devenu nazi après, je ne veux même pas citer son nom, qui dit non, il n'est pas possible de tout amendement. Il y a des choses qui sont au-dessus. Or, à la surprise générale, Aaron Barak, depuis 4 ou 5 ans, a repris cette idée sans citer son auteur et il nous dit, voilà, il parle de l'ADN du droit israélien, l'ADN du droit israélien qui est contenu dans la déclaration d'indépendance. Mais la déclaration d'indépendance, elle n'a pas une valeur normative reconnue, mais lui dit, ah ben elle est au-dessus de tout. Et par conséquent, si une loi fondamentale vient dire quelque chose qui est contraire à un des principes dans cette déclaration, je peux l'annuler. Alors, comme Suzy vient de le dire,
on est en train de se poser la question. Je ne suis pas sûr qu'on puisse déjà dire que la Cour a accepté cette théorie. Ce qu'elle a accepté pour l'instant, c'est d'en discuter. C'est déjà un premier cas, car elle aurait pu dire « Ah non, je rejette la requête parce que je refuse, dirait la Cour, d'examiner un amendement à la loi constitutionnelle. » Elle ne l'a pas dit, au contraire, elle le fait. Alors peut-être qu'à la fin, elle rejettera en disant « Oui, dans ce cas précis, je ne l'applique pas, mais je suis prêt à le faire. » Et d'ailleurs, Banque Mizrahi, c'est la même chose, car dans le cas, les gens qui ont attaqué la banque a perdu son procès, et peu lui importe qu'elle soit à l'origine de la révolution constitutionnelle, mais pour nous, juristes, c'est ça qui est important. Merci Claude, merci Suzy. On a donc bien compris ce soir qu'on est peut-être à la veille d'une nouvelle révolution constitutionnelle. Donc, les tensions entre le pouvoir politique et la justice ne sont pas terminées. On va voir un deuxième extrait. On va voir Menachem Begin d'un côté et le secrétaire du gouvernement de l'époque qui s'appelle Aryeh Nahor, et tout de suite après, ça c'était en 1979, et tout de suite après, l'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked. Deuxième. Alors, je pourrais dire une phrase. Comment ? Je voudrais dire une phrase, Denis. Vas-y, Claude, je t'écoute. Oui, c'est une phrase un peu amusante, je crois. Nous avons entendu Menachem Begin et il a eu cette phrase très célèbre, Yesh Shoftim Birushalayim, il y a des juges à Jérusalem. Eh bien, elle est reprise de Frédéric II. Au milieu du XVIIIe siècle, un pauvre paysan a été exproprié de sa terre et il a hurlé « il y a des juges à Berlin ». Et tout simplement, Menachem Begin, je pense qu'il le savait car c'était un homme de culture européenne, mais c'est assez amusant à signaler. Alors, merci Claude pour cette anecdote savoureuse. Bon, je crois que les deux extraits étaient remarquables de clarté. On a vu Aryeh Nahor, je dirais, comme si on avait attenté un crise de lèse-majesté parce qu'on avait évoqué la possibilité que la Knesset vote une loi pour contourner, en disant, mais attendez, on n'est pas là pour ça, nous on est là pour respecter les avis de la Cour suprême. Et ça, c'était en 1979. 40 ans après, on est dans un autre scénario politique où, par tous les moyens, on cherche à brider en fait l'indépendance de ces juges. Et moi, j'ai envie de vous demander, Suzy, qui a changé? Ce sont les hommes politiques qui ont changé ou bien ce sont les juges qui ont changé? Comment vous expliquez ce retournement incroyable, alors qu'on parle de deux leaders de droite, de Menachem Begin, totalement, je dirais, respectueux de la parole des juges, et celle de Ayelet Shaked, pour ne pas dire de Netanyahou, qui voilà, ne se prive pas de critiquer publiquement la parole des juges. Alors, qui a changé? C'est vraiment étonnant, cette différence que tu remarques ici. Je crois que tout a changé. Les hommes politiques ont changé. Il n'y a plus la honte, il n'y a plus l'éthique, il n'y a plus les morales, il n'y a que la loi. Les juges ont changé. Ils étaient très activistes à l'époque. Ils ne le sont plus, je crois. Et nous sommes dans une époque très problématique, pas seulement en Israël, vous le voyez aussi dans quelques États en Europe. Le populisme est ici, avec nous. Là, on sent une érosion, comme ce qui se passe dans la mer avec les pierres. Okay. Une érosion de la démocratie. Les démocraties ne meurent pas pendant la nuit d'aujourd'hui à demain. Et on sent une petite érosion. Et regardez ce qui se passe en Israël. La tolérance à l'égard des opinions qui sont des opinions diverses a été considérablement réduite. Les NGOs ont devenu, je crois, au moins certaines d'eux ont devenu l'ennemi du peuple. Il y a une délégitimation systématique de tout ce qui est aperçu comme professionnel ou étatique, qui représente l'État ou qui appartient aux anciennes élites. Il y a un marquage idéologique des opposants politiques. Et voici Israël de la fin de 2020. Et la question est aujourd'hui, si tout a changé, quel est le rôle des juges quand la démocratie est faible, quand on sent
à une érosion de la démocratie. Et les tribunaux du monde, confrontés au populisme, ont naturellement tendance à éviter la confrontation. Ils vont 2 pas en arrière, à entrer comme Aaron Barak a dit il y a 2 semaines, à entrer dans les bunkers, okay, au-dessus de la terre pour peut-être attendre à que ça passe. Et est-ce que ce que nous voyons dans, je crois, à ces moments en Israël, bien sûr, il y a des exceptions, mais aussi on voit que la Cour suprême prend beaucoup de méthodes pour éviter les conflits avec la Knesset. Et s'il ne faut pas, par exemple, annuler une loi, ils ne vont pas le faire. Ils ont décidé que, par exemple, aujourd'hui, on a un refus d'entendre des requêtes qui sont immatures. Ce n'est pas mature, c'est comme un avocat, on n'est pas mature encore, il n'est pas mature, n'est pas mature, n'est pas mature, et puis on peut le jeter. Et je vous donne un exemple seulement, ce n'est pas une loi, mais c'est l'idée encore qu'on a parlé sur l'affaire Netanyahou. Cela veut dire, est-ce qu'une personne qui est accusée peut avoir le mandat pour former un gouvernement? Cette question Alors, a été posée. plaider, s'il te plaît, pardon, je vais plaider la cause d'Ayelet Shaked en disant ceci. Elle dit 2 choses. La première, le peuple décide, la majorité. Si le peuple estime que le candidat, le chef d'un parti a effectivement des casseroles judiciaires, mais qu'on vote pour lui, ben, il faut s'incliner devant la volonté du peuple. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui n'est pas moins fort, dit attention, l'État d'Israël, ce n'est pas seulement un État démocratique, c'est un État juif. Et au nom de la conception qu'elle a d'un État juif, eh bien, elle estime, par exemple, que ben, s'il y a des réfugiés ou des travailleurs immigrés qui arrivent clandestinement en Israël, eh bien, on peut voter des lois draconiennes parce qu'ils altèrent l'équilibre démographique. Qu'est-ce que vous répondez, Suzy Navot, en tant que juriste, à cette objection-là, la volonté du peuple, donc démocratie, et la définition de l'État d'Israël comme État juif? La volonté du peuple est très importante en ce qui concerne la formation du gouvernement. Un État démocratique, ce n'est pas seulement la volonté du peuple, parce qu'on a vu historiquement que la volonté du peuple, la majorité du peuple peut faire des choses terribles à la minorité. Cela veut dire qu'un État démocratique, ce n'est pas seulement le pouvoir de la majorité, mais il faut l'équilibrer avec un contrepoids, la protection des minorités. Avec la protection des droits de l'homme. Et cet équilibre, c'est exactement le cas des gens qui ont venu illégalement. La décision, ce n'est pas de faire une loi pour traiter, c'est bien de faire une loi. Mais la loi qu'ils ont faite était une loi qui portait atteinte très fortement à le droit de l'homme. Vous voulez mettre quelqu'un en prison, il faut le juger. En Israël, on ne met pas les gens en prison avant de les juger. Et la première loi, c'est une loi qui dit, si vous êtes arrivé de l'Afrique, on vous prend et on vous met dans une prison. C'est tout, sans le juger. Juge-le. C'est ça. Ah non, ils ne voulaient pas le juger parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, ils ont dit, on va pas le juger. Nous ne sommes pas dans un pays où on prend les gens dans la rue et on les met dans la prison. C'est pour ça, dans la prison. C'est pour ça que la Cour a décidé que c'était une loi qui et le but peut-être est approprié, mais la façon n'était pas proportionnelle et portait atteinte très fortement au droit de l'homme. C'est tout. Très bien. On va passer à la 3e séquence. Là, on va voir 2 affaires qui ont agité l'opinion, qui ont troublé. D'un côté, Azmi Bishara, député du Balad, à l'époque ex-député de la Knesset, et de l'autre, et puis ensuite arrêté, soupçonné d'espionnage, et qui s'est retrouvé au Qatar, et de l'autre côté, l'affaire Azaria. Alors certes, ça ne touche pas, ça ne concerne pas la Cour suprême, mais le tribunal militaire. Voilà encore 2 affaires qui ont agité l'opinion publique autour des rapports entre le droit et ce qu'il est bon ou juste de faire, en tout cas au niveau de l'opinion publique israélienne. Bien, alors là, effectivement, on a voulu terminer cette discussion en montrant, je dirais, qu'une grande partie des tensions politiques
elle touche à des affaires de droit. Fallait-il juger Elor Azaria? Concernant Azmi Bishara, l'ex-député Azmi Bishara, le fait qu'il n'ait pas été jugé finalement, puisqu'il a préféré partir, s'exiler et ne pas revenir de peur d'être arrêté et d'être condamné, et donc du coup, il ne perd pas ses droits à la retraite, etc. Alors, moi, je voudrais vous poser, Suzy, cette question-là, autour de ces affaires et de manière plus générale, puisqu'on arrive bientôt à la conclusion. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les libéraux en Israël ont intérêt à magnifier le libéralisme de la Cour suprême et de la justice en général, tandis que les partis de droite ou les partis nationalistes, eux, auraient tendance à noircir le bilan, alors qu'en fait, selon mon opinion, le bilan de la Cour suprême ne vaut ni cet éloge surfait, ni cette mise en cause excessive. Je suis d'accord avec ta dernière phrase. Je crois que les attaques contre la Cour suprême en disant que ce sont tous des smolanim, ce sont des leftistes et qui appartiennent à un parti politique de gauche, ils n'ont rien. Je dis, quand j'entends ces sortes de paroles, je dis, allez, montrez-moi les décisions de la Cour. Montrez-moi sur quoi vous parlez. On peut parler, on peut dire tout, et spécialement dans ce temps où le fake news, c'est le bon temps. Okay? Alors, on peut le dire, mais je dis, est-ce que cette idée que la Cour suprême est tout à fait très libérale et elle ne fait pas un bon équilibre entre juifs et démocratie, est-ce que c'est vrai? Et je crois que non, c'est pas vrai. C'est une Cour très modérée, pas, et je le dis à base de lire toutes les décisions qui concernent le droit constitutionnel. Elle n'interfère pas dans des cas peut-être où il devrait interférer, et elle fait une très bonne balance, je crois, entre les idées libérales et les idées qui sont un peu plus chamrani. Voilà. Conservateur. En ce qui concerne Azmi Bishara, il est escapé. Ce n'est pas qu'il a décidé de partir, c'est le matin, je crois que c'était 2006, il y a 14 ans, le matin où on l'a dit qu'il va être investigué pour des crimes pendant la guerre. Il a fui le pays, même sans passer sans sa maison, et il a même fait il a démissionné de la Knesset par fax d'Égypte. Et on n'a pas vu en Israël, et on le veut en Israël pour l'investiguer, pour le juger. Mais il n'a jamais retourné parce que je crois qu'il ne veut pas être mis en juge, être accusé dans des crimes. Mais si en Israël, il est requéré, on le veut pour l'investiguer. Et Elor Azaria, c'est tout à fait un cas politique que je ne vais pas parler. Très bien. Claude, est-ce que tu es toujours avec nous et est-ce que tu voudrais commenter ce que l'on a vu? Et je te poserai la question suivante, si tu es avec nous. Oui, quelle réforme, ou Suzy, quelle réforme estimez-vous indispensable? Et j'ajouterais même, est-ce que finalement, lorsque Ayelet Shaked décide de tirer parti, lorsqu'elle a été bien sûr ministre de la Justice, de nommer des juges conservateurs, est-ce que finalement, ce ne serait pas une solution pour calmer le jeu? Voilà, on ne changerait pas l'autorité de la Cour suprême, on se contente bien, à la faveur de telle ou telle majorité politique de nommer des juges qui apparaissent plus conservateurs, et on le voit d'ailleurs dans les décisions récentes, on voit qu'effectivement ils sont beaucoup moins audacieux que par le passé. Est-ce que finalement, puisque ça reste en plus toujours les mêmes 9 personnes qui décident, est-ce que finalement ce ne serait pas ça la solution pour apaiser une tension? On a besoin de voir des tensions apaisées. Est-ce que finalement ça ne devrait pas passer par là et il n'y a plus besoin de réformer le système? On se contente de nommer, si on peut, des juges ou conservateurs ou libéraux et tout le monde sera content. Oui, on peut dire cela, c'est-à-dire c'est ce qui va se passer au fur et à mesure des années qui vont venir parce que fatalement,
s'il y a une majorité de droite, pour appeler les choses par leur nom, eh bien, des juges conservateurs, comme tu dis, seront plutôt nommés. Cela dit, je voudrais faire remarquer un petit point que nous avons signalé tout à l'heure. Une modification à la loi veut que maintenant, il faut une majorité de 7 sur les 9 juges des 9 membres de la commission. Cela donne un droit de veto aux 3 juges de la Cour suprême qui sont en place. Donc, il faudra attendre extrêmement longtemps pour que les choses se fassent peu à peu, mais je suis d'accord sur le fait que il peut y avoir des nominations de juges, comme tu dis, conservateurs. Je dis d'autant plus, je dirais cela, lorsque on est, comme beaucoup de mes amis, je dirais même moi-même, applaudir une décision extraordinaire de la Cour en termes des droits de l'homme, et ça arrive de temps en temps, je dis oui, c'est très bien, mais attention, si vous dites que la Cour suprême est parfaitement légitime pour décider ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, vous devrez dire la même chose dans 10 ans lorsque vous aurez une Cour suprême qui sera formée différemment. C'est pourquoi, je le dis très simplement, il m'est arrivé d'une part d'applaudir intérieurement à une décision de la Cour parce qu'elle allait dans le sens de mes convictions, et en même temps de dire peut-être qu'elle allait un peu trop loin aujourd'hui et que ça pourra se retourner contre elle plus tard. Suzy, un dernier mot de conclusion? Quoi faire, quoi changer? Moi, pour l'instant, ne touchez rien et ne touchez pas le système juridique. Si je pourrais faire quelque chose, c'est seulement déterminer que les lois fondamentales qui traitent la Cour suprême ne pourraient pas être changées et modifiées par une simple minorité ou majorité simple de 2 sur 1, comme aujourd'hui. Les lois fondamentales sur la Cour suprême ne sont pas rigides. Ça veut dire qu'une nouvelle Knesset, si elle veut faire disparaître le Bagatz, la haute Cour de justice, ils peuvent le faire. Et ça, je crois que c'est un grand problème. Ça pose sur la Cour suprême une nuage très, très gris, parce que c'est un pouvoir qui ne devrait être pas à l'instant dans la Knesset. Il faudra changer ça. Si je pouvais, c'est ça que je faisais. Et pas plus. Ok. Suzy, vous paraissez inquiète. Claude, vous l'êtes également sur ces tensions. Elles vont en s'apaisant ou elles vont continuer d'agiter les tensions politiques? C'est vrai que de nos jours, il faut le dire, quand on parle de l'opposition entre la gauche et la droite, historiquement, c'était l'avenir des territoires, on les garde, on les rend, etc. Aujourd'hui, à part égale, voire même peut-être plus encore, c'est est-ce qu'on limite l'autorité de la Cour suprême ou au contraire, est-ce qu'on la maintient? Il ne s'agit pas d'élargir encore plus les droits dont elle dispose. Vous estimez, vous aussi, que ce n'est pas une très bonne chose que ce sujet de la justice soit aussi politisé, soit devenu un enjeu politique à ce point? Oui, alors je voudrais dire ceci, c'est politique, mais pour un ensemble de raisons. Il y a le procès de Netanyahou, mais il y a aussi les relations entre l'État et la religion, parce que la Cour suprême est accusée d'être libérale, c'est-à-dire d'être plutôt laïque, même s'il y a des représentants religieux. Et dans le passé, il lui est arrivé, oui, de déclarer que telle mesure qui a un caractère religieux n'est pas légale, doit être annulée. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas très optimiste en ce qui concerne les années à venir, car les années à venir qui sont devant nous, donc, sont des années très difficiles sur le plan politique, et cela a une répercussion immédiate sur la Cour suprême. Bien, écoutez, je vais passer la parole à Claude qui va clore les débats. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier parce que j'ai beaucoup appris, moi qui croyais savoir beaucoup de choses sur la Cour suprême. Et c'est vrai qu'avec la clarté de votre propos, avec la pertinence, et puis voilà, et en même temps, on a senti, comment dirais-je, une âme derrière les professeurs que vous êtes tous les deux. Je voudrais vous remercier infiniment. Et Claude, je te laisse la parole pour conclure cette soirée d'aujourd'hui sur le système judiciaire en Israël. Bonsoir, rebonsoir. Écoutez, je ne sais pas comment vous remercier et saluer l'effort
extraordinaire que vous avez fait tous les trois. Chère Suzy, vous avez la grâce d'une Audrey Hepburn, mais vous avez un propos d'une pertinence qui nous a touché droit au cœur avec votre sincérité et votre détermination. Ça a été absolument passionnant. Claude Klein, merci 1000 fois d'être ce tireur, ce lanceur d'alarme pour nous faire réfléchir jusqu'au plus profond de notre citoyenneté, pour essayer de mesurer quel serait le danger si nous continuions les uns et les autres, à droite et à gauche, de ne pas garder d'une certaine manière, d'une manière assez sacrée, comme l'avait fait Begin à l'époque, la confiance et le repère infaillible d'un gardien de la démocratie qu'est la Cour suprême. Alors, Denis Charbit, merci 1000 fois d'avoir articulé avec maestria ce rendez-vous. Ça nous a fait beaucoup apprendre. J'ai entendu de notre ambassadeur Éric Danon, de plusieurs autres intervenants, à quel point c'était passionnant. Et je voudrais vous dire encore une fois merci et chapeau. Alors, deux choses pour la suite. D'abord, votre cours, cher Denis Charbit, qui va commencer le 22 décembre, qui est ouvert à nos étudiants et à nos abonnés s'ils le désirent. On va vous faire envoyer une lettre spéciale, n'est-ce pas, Sonia, dans les jours qui viennent pour que vous puissiez vous inscrire et donc faire partie de cette promotion, première promotion de cours en français académique au sein du Collège académique de Netanya du campus francophone sur la citoyenneté israélienne, sur la société israélienne. Et je crois que ce sera passionnant parce que Denis Charbit est 100% un homme passionné et avec une culture et une élégance absolument remarquables. Et puis, nous continuerons le 10 janvier avec un rendez-vous tout à fait exceptionnel avec une jeune femme qui a également une immense connaissance des institutions internationales et de la place d'Israël dans ces institutions internationales. C'est le professeur Daphna Richmond-Barak qui sera interviewé par notre ami Stéphane Calvo, grand journaliste. Et puis, j'espère que nous aurons quelqu'un pour introduire également une espèce de parallèle entre ce qui se passe avec les convictions européennes et plus particulièrement les convictions françaises et ce grand sujet. Ce sera Jean-François Copé, je l'espère. Donc, on va vous retrouver très nombreux. Merci d'avoir été si présents, d'avoir posé plein de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre malheureusement, mais en tout cas, elles sont notées et on va les faire parvenir à tous nos invités de ce soir. Encore une fois, Claude Klein, Suzy Navotte, Denis Charbit, merci 1000 fois, merci infiniment. C'était passionnant.